Bonjour. Après avoir terminé le cours d'électrostatique qui consistait à l'étude des effets des charges électriques statiques, c'est-à-dire les charges au rebond, nous allons passer à un autre cours, c'est celui de l'électrocinétique. L'électrocinétique consiste à l'étude des charges, à l'étude des effets électriques des charges mobiles, c'est-à-dire les charges en mouvement. La première partie de ce cours qui concerne les généralités sur le courant électrique, les générateurs et les récepteurs a été traitée dans le polycopier que je vous ai distribué. Au cours de cette séance, je vais traiter la deuxième partie de l'électrocinétique qui consiste à la loi d'Ohm généralisée, la loi de Pouillet et les réseaux électriques. Mais avant de commencer, je vais d'abord rappeler les principales formules de la première partie. Supposons qu'on a un conducteur AB au bord duquel on va établir une différence de potentiel telle que le potentiel de A est supérieur à celui de B. Cette différence de potentiel va induire un champ électrique qui va de A vers B. Ce champ va déplacer les charges positives de A vers B. La vitesse de ce déplacement est proportionnelle au champ électrique et le coefficient de proportionnalité est appelé mobilité de charge. Cette mobilité, elle ne dépend que de la nature des matériaux. De la même, la densité de courant électrique est également proportionnelle au champ électrique et le coefficient de proportionnalité gamma est appelé conductivité du matériau. Son inverse, un seul gamma, qui est noté ρ, est appelé résistivité du matériau. La différence de potentiel VA moins VB entre les bornes du conducteur est proportionnelle au courant I qui passe de A vers B. Et ce coefficient de proportionnalité qui est noté R est appelé résistance du conducteur. La résistance est reliée à la résistivité par cette relation, qui est R égale à ρL sur S, où L est la longueur du conducteur qui est parallèle aux lignes de courant I, et S est la section transversale au courant I qui est supposée constante le long de la longueur L. L'unité de la résistance est l'ohm. L'unité de la résistivité se déduit à partir de cette relation, puisque ρ est égal à R fois S sur L. L'unité de la résistance R est en ohm, et S sur S, son unité est l'ohm. Donc, l'unité de la résistivité est l'ohm mètre. Si le conducteur n'est pas cylindrique, ça veut dire que le conducteur ne présente pas la même section partout le long de la longueur du conducteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On découpe le conducteur en une série de conducteurs élémentaires ayant chacun une longueur dL et une section S. Et comme ça, l'élément de résistance dR est égal à ρ fois dL sur S. Et la résistance totale s'obtient par intégration sur tout le conducteur, c'est-à-dire de A vers B, de la résistance élémentaire qui est ρ dL sur S. Je rappelle que l'élément dL est toujours parallèle aux lignes de courant, alors que la section S, elle est normale aux lignes de courant. Un générateur permet de maintenir une différence de potentiel constante entre les bornes d'un circuit parcouru par un courant I. Un générateur a deux bornes, une borne notée positive et une borne notée négative. Ceci signifie que la borne positive a un potentiel plus élevé que celui de la borne négative. Alors, les charges positives qui constituent le courant I se déplacent à l'extérieur du générateur, c'est-à-dire à l'intérieur du circuit, de la borne positive vers la borne négative.
alors qu'à l'intérieur, les charges se déplacent de la borne négative vers la borne positive du générateur. Et ceci implique deux choses. D'abord, l'existence des charges mobiles qui assurent le transport de l'électricité à travers le générateur. Et deuxièmement, il implique qu'il y ait une force motrice qui permet d'élever le potentiel des charges à l'intérieur du générateur. Le déplacement des charges positives à l'extérieur du générateur se fait tout seul parce que le champ est dirigé vers le potentiel décroissant. Alors que les charges, quand ils arrivent ici, elles ne peuvent pas franchir la barrière de potentiel. Ça veut dire que les charges positives ne peuvent pas passer d'un potentiel à un potentiel plus élevé. Donc, ça veut dire que le générateur a une force électromotrice qui permet d'élever le potentiel de ces charges. Donc, un générateur est schématisé comme suit. Deux bornes, une borne positive et une borne négative, avec comme caractéristique une force électromotrice et une résistance interne, bien ce qui est dû au frottement des charges avec les charges propres au générateur. Ou bien, il peut être représenté comme suit, où la résistance R est mise en série avec le générateur E. Un récepteur, c'est un dispositif qui transforme l'énergie électrique en d'autres formes d'énergie. Ils peuvent être mécaniques, chimiques ou autres. Comme exemple, un moteur, lorsqu'on met une différence de potentiel entre ces bornes, il commence à tourner. Ça veut dire que cette énergie électrique est transformée en énergie mécanique. Un récepteur est schématisé comme suit, avec une résistance interne R' et une force contre-électromotrice E'. Attention, le récepteur ne peut pas fonctionner si on ne met pas entre ces bornes une différence de potentiel supérieure ou égale à la force contre-électromotrice E'. On va maintenant établir la loi d'Ohm généralisée relative à un conducteur quelconque AB qui est parcouru par un courant I qui circule dans le sens de A vers B. Ce conducteur peut être soit une résistance, un générateur ou bien un récepteur. On va maintenant établir la différence de potentiel VA moins VB au bornes du conducteur dans chacun de ces cas. Lorsque le conducteur est une résistance pure, VA moins VB est égal à RI d'après la loi d'Ohm, ou I si le courant qui circule de A vers B. Attention, si le courant I circule de B vers A, on remplace I par moins I. Et dans ce cas, VA moins VB, ça va être moins RI. Lorsqu'on a un générateur qui est placé dans un circuit, alors le générateur va imposer un courant qui va sortir de la borne positive et rentrer par la borne négative à l'extérieur du circuit. Et bien sûr, à l'intérieur, il rentre par la borne négative et sort par la borne positive. Alors, pour calculer la différence de potentiel VA moins VB, on peut ajouter un point fictif qu'on nomme C et dire que VA moins VB, c'est VA moins VC plus VC moins VB. Alors, VA moins VC est égal à moins E. Il est négatif parce que le potentiel de A est inférieur à celui de C. Et par conséquent, VA moins VC, il est négatif. Donc, c'est moins E. Et VC moins VB, c'est RI d'après la loi d'Ohm. Lorsqu'on a un générateur qui est placé dans un autre circuit où il y a d'autres générateurs, il se peut que le courant traverse le générateur de la borne positive vers la borne négative. Et on dit dans ce cas que ce générateur joue le rôle d'un récepteur. Ou bien on l'appelle récepteur polarisé parce que sa polarité reste fixe. Alors dans ce cas, de la même manière,
La tension VA moins VB, c'est VA moins VC plus VC moins VB. VA moins VC, dans ce cas, c'est plus E, parce que le potentiel de A est supérieur à celui de C, et de ce fait, la différence VA moins VC est égale à plus E. Et VC moins VB est égal à RI d'après la loi d'Ohm. Pour un récepteur, si le courant passe de A vers B, on a VA moins VB, c'est E' plus R'. Pour rassembler toutes ces formules en une seule, on est amené à la loi d'Ohm généralisée, qui dit que VA moins VB égale à RI moins E. Avec I, c'est le courant qui circule de A vers B, toujours. R, c'est la résistance totale entre A et B. Et E, c'est une force électromotrice d'un générateur ou bien contre-électromotrice d'un récepteur. Elle est algébrique et elle prend le signe de la borne par laquelle sort le courant. Vérifions cette formule pour chacun de ces cas. Alors, lorsqu'on a un générateur, alors le courant il sort par la borne positive, donc ce E il est compté positivement, donc on a moins E. Voilà, c'est le cas, c'est moins E. Dans le cas d'un générateur, pardon, fonctionnant en tant que récepteur, le courant sort par la borne négative. Donc ce E il est compté négativement. Avec le signe moins, ça devient positif. Donc, ce cas, il est vérifié. Et dans le cas d'un récepteur, toujours le courant, il rentre par la borne positive et il sort par la borne négative. Donc, le courant sort par la borne négative. Donc, ce E, il est compté négativement. Avec le moins, ça devient plus E'. Si entre A et B existe plusieurs conducteurs en série, la loi d'Ohm généralisée s'écrit sous cette forme. VA moins VB, c'est sigma de RI moins sigma E avec les mêmes notations qu'avant. C'est-à-dire que I, il doit circuler de A vers B et E, il prend le signe de la borne par lequel sort le courant. La loi de Pouillet, elle se déduit de la loi d'Ohm généralisée lorsqu'on l'applique à un circuit fermé. Ça veut dire, dans ce cas, on part d'un point et on revient au même point. Donc, on remplace B par A, on a VA moins VA égale à 0. Et dans ce cas-là, on a sigma E égale à sigma RI, toujours avec les mêmes notations qu'avant. Alors, faisons un exemple pour illustrer l'utilisation de la loi de Pouillet. Alors, supposons qu'on a deux générateurs, un avec sa résistance R1 et un générateur E2 avec sa résistance R2 relié à une résistance pure R. Alors, je ne sais pas quel générateur va imposer son courant. Est-ce que le courant va passer dans ce sens ou bien dans l'autre sens? Je choisis un sens quelconque au hasard. J'ai choisi ce courant qui passe dans ce sens-là. Alors, appliquons la loi de Pouillet. Alors, je vais dans le sens du courant. Donc, je vais de ce point-là, je vais partir de ce point-là et je reviens au même point. Hein? Donc, je vais dans le même sens du courant I et la somme des résistances, c'est R1 plus R2 plus R fois I. Alors, en partant de là, on sort de la borne positive du générateur E2, donc E2 est compté positivement, et ici, on sort de la borne négative du générateur E1, donc E1 est compté négativement. Et à partir de là, on calcule le courant I qui est égal à E2 moins E1 sur R plus E1 plus R2. Si je fais une application numérique pour E1 égale à 6 volts, E2 égale à 2 volts, les résistances R1 R2 égale à ohm et R égale à 6 ohms, on trouve que I est égal à moins 0,5 ampères. Ça veut dire que c'est le courant, c'est moins I qui est égal à 0,5. Et on dit que dans ce cas, le courant réel, il circule dans le sens inverse de celui choisi et il a pour valeur 0,5 ampères. On va maintenant étudier les réseaux électriques linéaires.
Alors, qu'est-ce que c'est un réseau? Un réseau est un ensemble de conducteurs qui peuvent être des générateurs, des récepteurs ou bien des résistances pures. Et ces conducteurs sont reliés entre eux par des fils conducteurs de résistance négligeables. Un nœud est un point de réseau où sont connectés plus de deux conducteurs, au moins trois. Une branche est l'ensemble de conducteurs situés entre deux nœuds. Et enfin, une maille est un ensemble de branches formant une boucle fermée. Essayons de chercher dans cet exemple les nœuds, les branches et les mailles. Alors, ce circuit, ou bien ce réseau, il contient deux nœuds, le nœud A et le nœud B, parce qu'ils sont connectés sur ces deux nœuds, trois conducteurs. Entre le nœud A et le nœud B, il y a trois branches. Il y a cette branche, celle-ci, qui passe par le générateur 1. La deuxième branche, c'est celle-ci, qui passe par le générateur E2. Et cette branche qui passe par la résistance grand R. En ce qui concerne les mailles, on a trois mailles. On a la maille qui est une boucle fermée. Donc, on va partir de A et revenir au point A. Voilà, c'est cette maille. Il y a la maille adjacente en passant de A, B et je reviens au même point A. Et il y a une troisième branche, une troisième maille qui passe par ça. Alors, c'est la dernière, sans passer par la résistance grand R. Le problème dans les réseaux est de déterminer les intensités des courants dans les différentes branches du circuit. Bien sûr, en connaissant les constituants de ce circuit, qui sont les résistances, les forces électromotrices du générateur et les forces contre-électromotrices des récepteurs. Si le réseau contient B branches, et puisque chaque branche est parcourue par un courant I, donc on a à déterminer B inconnu. Il existe plusieurs méthodes pour déterminer ces intensités de courant, parmi lesquelles on trouve les lois de Kirchhoff. Alors, les lois de Kirchhoff se décomposent en deux lois, la loi des nœuds et la loi des mailles. Pour la loi des nœuds, en chaque nœud du circuit, la somme des courants entrants ou bien la somme des courants sortants du nœud est égale à 0. Et ça, bien sûr, pour avoir une conservation d'électricité en chaque nœud du réseau. Ceci se traduit par cette équation où sigma k de yk ik égale à 0. Avec yk égale à 1 si le courant sort du nœud et yk égale à moins 1 si le courant entre dans le nœud. Ou bien, plus simplement, la somme des courants entrant dans le nœud est égale à la somme des courants sortant du nœud. Prenons cet exemple-là. On a le courant I1 qui est rentrant, donc il est compté négativement, moins 1. Le courant I2, il est sortant, il est compté positivement. Le courant I5 est rentrant, donc il est négatif. Et le courant I4 également, il est rentrant, donc il est compté négativement. Par contre, le courant I3 est sortant, et donc il est compté positivement. Alors, si le réseau contient N nœuds, on a N-1 équation indépendante au nœud. En ce qui concerne la loi des mailles, on parcourt chaque maille du circuit dans un sens déterminé et on applique la loi d'Ohm généralisée. Sigma RI moins sigma E égale à 0, ou bien sigma RI est égal à sigma E, bien sûr avec les mêmes conventions de signes qui sont celles de la loi d'Ohm généralisée. Prenons comme un exemple une maille d'un circuit. Ici, on a un générateur E1 de résistance interne R1, une résistance R1 qui est parcourue par un courant I1 et une résistance R qui est parcourue par un courant I. Et bien sûr, il y a un autre courant qui traverse le reste du circuit. On va s'intéresser maintenant juste à cette maille. Pour cela, on choisit un sens de parcours, soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens inverse. Dans cet exemple, on a choisi le sens
de rotation des aiguilles d'une montre. Alors, la résistance R1 et la résistance current R, ils sont parcourus par un courant I1 qui est dans le même sens du sens de parcours choisi. Donc, R1 et R sont multipliés par un courant I1 qui est compté positivement. Et pour le courant I, également, ils vont dans le même sens que celui choisi du parcours. Donc, on a également RI avec I compté positivement. Pour ce sens de parcours qui est le même, on trouve qu'on sort de la borne positive du générateur E1. Donc, E1 est compté positivement. Comment utiliser les lois de Kirchhoff? Si un réseau linéaire contient B branches, bien sûr, où chaque branche est parcourue par un courant I qui est au départ choisi au hasard. Il faut écrire B équation indépendante parce qu'on a B inconnu. Si le réseau contient N nœuds, il faut choisir N-1 nœuds auquel il faut établir les lois des nœuds. Puisqu'on a B inconnu, on a déjà déterminé N-1 équation, il reste B-N-1 équation. Donc, il faut choisir B-N-1 maille auquel il faut appliquer les lois des mailles. Et comme ça, on a un système d'équations contenant autant d'équations que d'inconnus. Donc, on a B équations. Et la résolution de ce système donne les valeurs algébriques des courants dans chaque branche, qui sont notées IK. Après résolution, on va discuter. Si le courant IK parcouru la branche K est positif, on dit que le courant IK, il circule dans le sens choisi au départ au hasard. Si le courant IK, si la valeur de IK est négative, on dit que le courant I circule dans le sens inverse de celui choisi au départ. Bien sûr, ceci est valable si la branche ne contient pas de récepteur non polarisé. Si cette branche contient un récepteur polarisé, il faut inverser le sens du courant, comme on l'a fait ici, mais il faut refaire le calcul. Si le courant dans cette branche devient positif, on dit c'est dans ce sens que le courant IK traverse le récepteur. Si la valeur de IK reste toujours négative, ça veut dire que la différence de potentiel entre les bornes du récepteur est insuffisante pour faire fonctionner le récepteur, et dans ce cas, aucun courant ne traverse cette branche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer cette branche et refaire le calcul. Prenons comme exemple le circuit de cette figure. Il contient deux générateurs E1 et E2 avec leur résistance interne petit r1 et petit r2 et trois résistances grand R1, grand R et grand R2 qui sont connectées de cette manière. Ce circuit contient deux nœuds, le nœud A et le nœud B, parce que c'est là où ils sont connectés plus de deux conducteurs. Il contient trois branches. La branche AB qui passe par le générateur E1, la branche AB qui passe par la résistance grand R et la branche AB qui passe par le générateur E2. Chaque branche est parcourue par un courant I. On a noté le courant I1 qui passe par cette branche. On a noté également un courant grand I qui passe par celle-ci et un courant I2 qui passe par cette branche. Le sens du courant I1 et I2, il est choisi au hasard. On peut le choisir comme on veut. Alors, on a trois inconnus, on doit établir trois équations. Puisque le réseau contient deux nœuds, on va établir une seule équation au nœud. Donc, on va choisir par exemple le nœud A. Dans le nœud A, on dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Le courant entrant, c'est I2, et les courants sortants, c'est I1
plus I. I1 plus I. Puisqu'on a trois inconnus, on a une équation au nœud, il doit rester deux équations en maille. Donc, on doit choisir deux mailles. On a choisi cette maille, la maille 1, et la maille adjacente qu'on a notée, la maille 2. On choisit un sens de parcours, qui est soit celui du sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bien l'inverse. Ici, on a choisi ce sens-là. Alors, on voit bien que la résistance petit R1 et la résistance grand R1 sont parcourues par un courant I1 qui va dans le sens inverse de celui du parcours. Donc, I1 est compté négativement. Voilà. Et on a le potentiel petit R1 plus petit grand R1 qu'on multiplie le courant moins I1. Alors que la résistance R, grand R, est parcourue par un courant I qui va dans le même sens de parcours. Donc, ce courant I est compté positivement. Concernant la force électromotrice, alors, en suivant toujours le sens de parcours, on voit qu'on sort de la bande positive de générateur. Donc, E1 est compté positivement. Et on fait la même chose avec la maille 2. Cette fois-ci, on a choisi le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on voit que la résistance R2, grand R2 et la résistance petit R2 sont parcourues par le courant I2 qui est dans le même sens du sens de parcours. Donc, ils sont notés positivement. Ils sont plutôt comptés positivement. Et la résistance grand R est parcourue par un courant I qui est également dans le même sens du parcours. Donc, RI est également compté positivement. En suivant toujours ce même sens de parcours, on voit qu'on sort de la bande positive du générateur E2. Donc, la force électromotrice E2 est comptée positivement. Donc, en remplaçant les valeurs des résistances et des générateurs par leurs valeurs, on trouve ce système d'équations qui contient trois équations, trois inconnues. La résolution de ce système est simple. Il nous donne ces valeurs-là, où la valeur du I est égale à 0,15 ampères, I2 c'est 0,1 ampères, I1 c'est moins 0,005 ampères. Alors, puisque le courant I et le courant I2 sont positifs, on dit que le sens qu'on a choisi au départ du I2 et du I, c'est bien le sens réel. Par contre, la valeur du courant I1 est négative, ça veut dire que le courant I1, il circule dans le sens inverse de celui choisi au départ, puisque cette maille ne contient pas de récepteur non polarisé. Une deuxième méthode pour calculer le courant dans les différentes branches du circuit est le théorème de superposition. Puisque le système d'équation est linéaire, on peut appliquer le théorème de superposition, qui dit que le courant I qui circule dans une branche B et qui est produit par l'ensemble des générateurs du circuit est égal à la somme du courant dans la même branche parcourue à chaque fois par un seul générateur, qui est supposé seul connecté et les autres sont remplacés par leur résistance interne. Prenons le même exemple du circuit que nous avons traité par les lois de Kirchhoff. Ici, tout simplement, nous avons remplacé les résistances et les forces électromotrices directement par leur valeur. On choisit au hasard les courants petit I1, grand I et petit I2. Et on va appliquer le théorème de superposition. On dit que ce circuit est équivalent à deux circuits. Dans le premier circuit, seul le générateur de force électromotrice E1 est connecté et l'autre générateur est court-circuité. Ça veut dire qu'il est remplacé tout simplement par sa résistance interne qui est 2 ohms. Et voilà, on applique les lois de Kirchhoff. Alors, ici, il y a un générateur qui va générer un courant qu'on appelait I'1, qui va se diviser en deux, grand I' et grand I'2. On a deux nœuds,
on applique une seule équation au nœud. Le nœud A, par exemple, il y a grand I'1 qui est égal à I' plus I'2. On choisit un sens de parcours qui est celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. On voit qu'on sort de la borne positive de générateur, donc c'est plus 2. La résistance en série 1 plus 9 qui est égal à 10 ohms est parcouru par le courant I'1 dans le même sens du parcours, donc il est compté positivement, d'I'1. Et la même chose, la résistance 10 ohms est parcourue par un courant I' dans le même sens du parcours, donc c'est plus 10 I'1. Ici, on choisit un sens de parcours, le même. Donc, la somme des forces électromotrices est nulle parce qu'il n'y a aucun générateur. La résistance 2 ohms qui est en série avec 18 ohms dans la somme est égale à 20 et parcourue par le courant I'2 dans le même sens du parcours, donc c'est 20 I'2. Par contre, la résistance 10 ohms qui est parcourue par le courant I', il circule dans le sens inverse de celui choisi, donc c'est moins d'I'1. Trois équations, trois inconnus, on trouve les valeurs des courants I'1, I'2 et I'. Pour le deuxième circuit, on suppose que le générateur E1 est éteint et il est remplacé tout simplement par sa résistance interne 1 ohm et seul le générateur E2 qui fonctionne. Et on établit la même chose, supposons que le générateur E2 induit un courant I seconde 2 qui va se diviser en 2, I seconde et I seconde 1. J'applique les lois de Kirchhoff. Dans le nœud A, j'ai I'2 qui est égal à I seconde plus I seconde 1. Pour les mailles, on choisit la maille 1 et la maille 2. Alors, dans la maille 2, on choisit un sens de parcours. Supposons qu'on l'a choisi dans ce sens, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, on voit qu'on sort de la borne positive du générateur E2, donc il est compté positivement 3,5. La résistance 18 plus 2 qui sont en série, donc c'est la résistance 20 ohms est parcourue par le courant I seconde 2 qui est dans le même sens du parcours, donc c'est 20 I seconde 2. Et la même chose, la résistance 10 ohms est parcourue par le courant I seconde qui est également dans le même sens de parcours, donc c'est plus 10 I seconde. En ce qui concerne la maille 1, alors on choisit un sens, ce sont ceux-là. Donc, sigma est égal à 0 parce qu'il n'y a aucune résistance, pardon, il n'y a aucun générateur, égal à 0. Alors, la résistance totale 1 plus 9 qui sont en série 10 ohms, il est parcouru par un courant I seconde 1 qui est dans le sens inverse de celui choisi, donc c'est moins 10 I seconde 1, alors que la résistance 10 ohms est parcourue par un courant I seconde qui va dans le sens du parcours, donc il est compté positivement. Trois équations, trois inconnus. La résolution nous donne les valeurs de I seconde 1, I seconde 2 et I seconde 3. On va maintenant appliquer le théorème de superposition, où le courant de chaque branche du circuit principal est égal à la somme du courant de la même branche produit par les deux circuits. Alors, le courant I1 dans le circuit principal est égal à la somme du courant I seconde 1 plus I'1. Mais il faut faire attention au signe. Le courant I seconde 1, il va dans le même sens du courant I1, donc il est compté positivement. Par contre, le courant I'1, il va dans le sens inverse de I1, donc il est compté négativement. Pour le courant I2 est égal à I seconde 2 plus I'2. De la même manière, on fait attention au signe. Le courant I seconde 2, il va dans le même sens du courant I2,
donc il est compté positivement. Par contre, le courant I'2, il va dans le sens inverse de I2, il est compté négativement. Alors que le courant I dans le circuit principal est égal à I seconde plus I' qui vont tous les deux dans le même sens et finalement ils sont tous les deux comptés positivement. On fait la somme, on trouve les valeurs qu'on a trouvées par la méthode de la loi de Kirchhoff. Une troisième méthode pour déterminer les courants des différentes branches du circuit est la méthode des courants fictifs des mailles. Cette méthode permet de réduire le nombre d'inconnus. On n'établit pas les équations au nœud, on n'établit que les équations aux mailles. Pour cela, si le réseau contient B branches et N nœuds, on choisit M qui est égal à B moins N moins 1 maille indépendante. On suppose que chaque maille est parcourue par un courant fictif, appelé courant de maille. On choisit le même sens de parcours de courant de maille pour toutes les mailles. On établit les équations aux mailles et on en déduit le courant de branche comme suit. Pour les branches appartenant à une seule maille, le courant qui les traverse est le courant de maille. Et pour les branches appartenant à deux mailles, le courant qui le traverse est la différence des deux courants de maille, c'est-à-dire le courant de la maille concernée moins le courant de la maille adjacente. On va reprendre le même exemple, mais cette fois-ci par la méthode du courant fictif des mailles. On a dans ce circuit 3 branches et 2 nœuds. D'après l'équation M égale à B moins N moins 1, on a deux équations en maille. Équation de la maille 1, équation de la maille 2. On va supposer que la maille 1 est parcourue par un courant fictif qu'on a appelé petit I1 et la maille 2 est parcourue par un courant fictif appelé I2 qui circule dans le même sens que I1. Maintenant, on va oublier tous les courants réels et on va considérer que les courants fictifs de maille. Et on applique la loi d'Ohm généralisée. Alors, lorsqu'on circule dans ce sens, on voit que le courant sort de la borne positive du générateur, donc la force électromotrice est comptée positivement. La résistance équivalente à ces deux résistances en série qui est égale à 10 ohms est parcourue par le courant petit I1. Donc c'est 10 I1. La résistance grande R de 10 ohms est parcourue par deux courants. Par le courant petit I1 de la maille principale, donc c'est I1, et en même temps par un courant I2 qui va dans le sens inverse de celui de la maille 1. Donc il est compté négativement. Donc, c'est 10 fois I1 moins I2. On fait la même chose pour la maille 2. Alors, la maille 2, lorsqu'on circule dans ce sens, on sort de la borne négative du générateur 2, donc 3,5 est compté négativement. La résistance en série 2 plus 18 qui est égale à 20 ohms est parcourue dans le courant de I, dans le sens de I2, donc c'est 20 I2. Et la résistance 10 ohms est parcourue par le courant I2 qui est compté positivement, en même temps par le courant petit I1 qui est dans le sens inverse, donc il est compté négativement. Et comme ça, on a juste deux équations et deux inconnus. C'est plus simple à résoudre et on trouve les valeurs de petit I1 et les valeurs de petit I2. Maintenant, on va revenir pour le calcul des courants réels. On voit que le courant I1 va dans le sens inverse du courant petit I1. Donc, grand I1 égale à moins petit I1. Le courant I2, également, il va dans le sens inverse du courant fictif petit I2. Donc, I2, c'est moins petit I2. Le courant I qui circule de A vers B
est égal au courant petit I1 qui va dans le même sens qui est compté positivement et le courant I2 qui va dans le sens inverse qui va de B vers A. Donc I2 il est compté négativement et dans ce cas I égale à petit I1 moins petit I2 et en faisant le calcul on trouve les mêmes valeurs qu'on a trouvées auparavant. Enfin, on va voir le théorème de Thévenin. Le théorème de Thévenin est utilisé lorsqu'on veut calculer l'intensité du courant uniquement dans une branche donnée du réseau. Supposons qu'on a un réseau quelconque et on veut s'intéresser au calcul uniquement du courant qui passe dans cette branche, dans la branche AB. Cette branche AB, il contient un conducteur quelconque, un générateur, un récepteur ou bien une résistance. Ici, on a représenté le reste du réseau qui contient tout type de conducteurs connectés d'une manière quelconque. On dit, puisqu'il y a un courant I qui passe dans la branche AB, ça veut dire que c'est le reste du réseau qui le génère. Et de ce fait, le reste du réseau est équivalent à un générateur de force électromotrice notée E de Thévenin et de résistance interne notée R équivalent. La méthode du théorème de Thévenin consiste à calculer d'abord E de Thévenin et R équivalent et ensuite on calcule le courant dans la branche. Pour le calcul de E de Thévenin et R équivalent, on supprime la branche concernée, c'est-à-dire on supprime la branche où on veut calculer le courant I. On voit bien dans le circuit équivalent que la différence de potentiel VA moins VB est égale à E de Thévenin plus R équivalent fois le courant I qui passe. Or, puisque le circuit est ouvert, le courant est nul, et finalement, on a VA moins VB est égal à E de Thévenin. Donc, E de Thévenin, c'est VA moins VB à circuit ouvert. C'est-à-dire, on revient au réseau de départ et on calcule la différence de potentiel VA moins VB en supprimant la branche concernée. R équivalent, c'est la résistance équivalente du circuit ouvert en court-circuitant tous les générateurs et les récepteurs et les remplaçant par leur résistance interne. Pour le calcul de courant dans la branche, on remet la branche qu'on a supprimée entre les deux points A et B et à partir de la loi d'Ohm généralisée ou bien de la loi de Pouillet, on calcule le courant I qui circule dans cette branche. Reprenons l'exemple du circuit précédent et essayons de calculer le courant I qui passe dans la branche AB dans la résistance 10 ohms. Le théorème de Thévenin consiste d'abord à supprimer la résistance concernée, ça veut dire la résistance 10 ohms. Une fois supprimée, on obtient un nouveau circuit. Ce circuit est équivalent à une seule branche qui est parcourue par un courant qu'on a noté petit i. Et on suppose qu'il va dans ce sens. Alors, on va calculer la différence de potentiel VA moins VB à circuit ouvert, c'est-à-dire après avoir supprimé la branche. Alors, VA moins VB, si je vais dans ce sens, je peux dire que c'est VA moins VC, donc je suppose qu'il y a un petit point C ici, plus VC moins VB. Or, VA moins VC, on a deux résistances en série, c'est 1 plus 9, c'est-à-dire voilà, qui multiplie le courant I, et bien sûr qui passe de A vers C. Et VC moins VB, c'est égal à 2 volts, parce que le potentiel de C est plus grand que celui de B. De la même manière, si je vais dans ce sens, je peux dire que ce VA moins VB est égal à VA moins VE, je suppose qu'il y a un point E, plus VE moins VB. Or, VA moins VE égale à 3,5 volts, parce que le potentiel de A est supérieur à celui de E, et VE moins VB, on a deux résistances en série, c'est 2 plus 18, que multiplie le courant qui passe de E vers B. Or, le courant qui passe de E vers B, c'est moins I, parce qu'il va dans le sens inverse de petit i. Donc, on multiplie moins I.
Donc, à partir de cette équation, on peut calculer le courant petit i. Donc, on le trouve, c'est 0,05 ampères. Et finalement, E de Thévenin, on remplace i dans l'une de ces deux équations. On trouve que E de Thévenin est égal à 2,5 volts. Pour le calcul de la résistance équivalente, donc on court-circuite les générateurs, donc en les remplaçant tout simplement par la résistance interne, la voilà, 2 ohms, et ici également on court-circuite ce générateur en le remplaçant par sa résistance interne 1 ohm, et on voit qu'entre les points A et B, on a deux résistances en parallèle, les voilà. Quand je dis entre A et B, je suppose qu'il y a un courant qui entre par A et qui sort par B. Donc, on a deux résistances bien en parallèle. La première, c'est 9 plus 1, ça veut dire deux résistances qui sont en série. Ils sont en parallèle avec les deux autres résistances en série, qui est 2 ohms et 18 ohms. Alors, la résistance équivalente, donc c'est 10 fois 20 sur 10 plus 20, donc c'est 20 sur 3 ohms. Après avoir déterminé E de Thévenin et R équivalent, on remet la branche 10 ohms qu'on a supprimée entre les deux nœuds A et B. Donc, on a tout simplement une seule branche où circule un courant, c'est le courant grand I. Et d'après la loi de Pouillet, la loi de généraliser comme on veut, si je mets sigma E, on a ici, on sort par la voie positive, donc on a E de Thévenin, donc, et la somme des résistances, c'est 10 ohms plus R équivalent que multiplie le courant I qui va dans le même sens, qui est noté positivement. Donc, on trouve que E de Thévenin égale à R équivalent plus 10 fois I. D'où I, c'est E de Thévenin sur R équivalent plus 10. On remplace R équivalent par sa valeur. On trouve enfin c'est 0,15 ampères. C'est le même résultat qu'on a trouvé par les lois de Kirchhoff, par le convectif de May ou bien par le théorème de superposition.